Bonjour à tout le monde. La tradition, je n'y échapperai pas dans cette maison et je présente à chacun d'entre vous des vœux sincères pour que vos projets se réalisent, pour une très bonne santé, que ça si c'est important, et puis des vœux aussi pour l'Académie, parce que nous y sommes tous sensibles. Nous avons travaillé toute la matinée entre réunion de bureau et conseil d'administration. Il y a de très nombreux... Le conseil d'administration a procédé aux élections et je vous annonce que votre futur vice-président pour l'année 2013 est Daniel Jecques. Je peux le féliciter. Sinon, aucun changement. L'ensemble du bureau a été renouvelé. Secrétaire général, on peut le remercier parce qu'il m'a aidé tout au long de l'année. Trésorier, archiviste, il nous reste à nommer des secrétaires annuels, et ça c'est de l'ordre de la décision du secrétaire général. Alors je présente des vœux donc pour que cette année se passe au mieux. Il y a de nombreux projets qui vont encore dynamiser un peu plus l'Académie s'il en était besoin. Je ne sais pas où elle s'arrêtera. En tout cas, je participerai à tous ces projets et je donnerai, comme en 2013, j'espère que nous avancerons malgré quelques difficultés, je dois dire, dans certains domaines. Alors, Allô, allô, allô. ça commence pas très bien. C'est bon, mais ça marche Donc, pas. avant même de lire le procès-verbal des écoles de chirurgie, je donne la parole à M. Arsac qui souhaite intervenir à propos du procès-verbal ancien de la séance précédente qui concernait le damage control en traumatologie. Un, deux, un, deux. Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô. Je ne fais pas dire. Allô, allô. Allô, allô, allô. Un, deux.
2. Allô, 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 allô. Suivante, sauvegarde d'urgence. Merci. Sauvegarde d'urgence. Cette traduction a été, comme il est obligatoire, transmise à la Commission générale de francophonie et de néologisme et de terminologie du ministère de la Culture, qui transmettra ensuite à l'Académie française. Dès lors, la parution au journal officiel rendra cette traduction obligatoire dans tous les textes officiels. Il est naturellement loisible, pour éviter tout équivoque, de mettre entre parenthèses damage control. Ainsi, la lutte pour la francophonie est aussi une bonne intention. Terminé. Allô, allô. Merci beaucoup, Monsieur Arsac. Nous sommes ici très attachés à la francophonie et on a le droit de parler anglais, mais il faut traduire quand même. Et effectivement, le terme est plus adapté et plus compréhensible. Alors, je demande maintenant à Jean-François Mercier de nous lire le procès-verbal concernant la séance sur les écoles de chirurgie. C'est bon? Oui, ok. Non, il est fermé la poche. Voilà, donc la première présentation était sur le goitre endémique amazonien, rapport anatomique de la glande thyroïde avec les structures nerveuses contiguës et les parathyroïdes. Un cliché pour vous donner l'importance. Donc par M. Botello, avec une voie d'abord et un repérage qui, dans les dissections, pour lui, sont les artères thyroïdiennes inférieures et supérieures. Des intervenants, messieurs Montupé et Bonichon, avec, comme dans la discussion, Jacques Beaulieu. Deuxième présentation, l'école de chirurgie dans l'université, avec le projet SAMSI de Lyon, donc Xavier Martin et son équipe, avec, dans la discussion, messieurs de Saint-Julien, Dubois et Poileux. Troisième présentation de M. Maresco, et vous avez vu que, étant donné que nous avions eu beaucoup d'images, le compte-rendu n'en comportera pas. Donc la formation chirurgicale à la chirurgie mini-invasive guidée par l'image, donc l'IRCAD de Strasbourg. Donc, et comme participation, Jacques Beaulieu, Yves Chapuis et François Richard. Quatrième présentation, l'école de chirurgie de Nice, par M. Benchimol et son équipe, avec comme participation messieurs Dubois et Malafosse. Cinquième présentation, l'école de chirurgie, donc par M. Valencien, avec dans la discussion messieurs Beaulieu, Hubert, Montupé, Chapuis, Richard et Dubernard. Sixième présentation que vous connaissez tous, l'école du fer à moulin, donc aussi de Clamart, avec la participation de messieurs Germain, Prémont, Malafosse, Nathalie, Cédel, Chapuis, de Saint-Julien et Guéral. Voilà, Monsieur le Président, les données de ce compte-rendu. À propos du procès-verbal, il est prévu que Yves Chapuis dise quelques mots. Bien, merci mon cher Président. Je ne suis pas sûr que compte tenu de la longueur de cette séance, j'ai eu raison, mais comme vous avez vu au cours de la séance précédente, du 18, consacré aux écoles, j'étais intervenu avec des questions, des réflexions. Alors, c'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'il n'était pas inutile de redire un mot. En particulier, rappeler l'intervention de Jacques Poileux,
qui a montré que l'Académie de chirurgie, sur ces questions, est intervenue très tôt, dès 2003. Et nous avons longuement travaillé d'ailleurs avec les représentants des collèges. Et ça s'est prolongé d'ailleurs. Et j'en viens aux écoles de chirurgie, parce que dans le cadre du travail que nous avons mené à ce moment-là avec Yves Matillon sur le contrôle, l'évaluation des compétences professionnelles, les écoles de chirurgie pouvaient jouer un rôle dans ce domaine. Et ça, je tenais quand même à le rappeler, de ce travail important que nous avions eu avec nos associés extra-académiques. J'ai beaucoup été intéressé par la communication de M. Martin de Lyon, et en particulier le fait qu'il a signalé dans l'éducation, en dehors de l'éducation technique, l'éducation comportementale. Or, si on regarde bien, c'est vrai que j'aurais aimé aussi qu'ils nous disent que dans ces écoles, on ne peut pas éviter aujourd'hui d'avoir une formation, une réflexion sur l'éthique et l'humanisme dans notre métier. Et ceci est important. À l'heure où, dans tous les domaines de l'activité humaine, et on en a de multiples exemples, on est en train, justement, de voir se manifester un appel à la conscience éthique dans tous les domaines. C'est pourquoi, d'ailleurs, le rappel et la nécessité d'une approche dans les écoles dans ce domaine me paraît important. Il y a un problème alors, dont on n'a pas parlé, qui introduit une notion d'ordre, j'allais dire non pas, oui, d'éthique ou surtout comportementale, c'est la féminisation. Et à cet égard, je voudrais, ce serait intéressant, je vous rappelle 2 livres qui sont très importants, celui de Marie-Christine Pouchel, Le théâtre des opérations, et surtout un livre récent, un gros pavé d'ailleurs, je ne sais pas, un peu rébarbatif, de Madame Emmanuelle Zolesio, qui s'intitule Les chirurgiens au féminin. Et vous verrez que c'est très intéressant, et je pense que dans le cadre des formations des écoles, il y a une réflexion à faire devant la féminisation de notre activité à la hauteur de 20-25% sur justement ce point particulier. Alors, j'ai été bien entendu très concerné, comme beaucoup d'entre nous, par l'intervention de Jacques Poelleux à propos de la situation de l'école de chirurgie parisienne, cette école de Fer-à-Moulin qui a été fondée en 1832 et qui a fonctionné depuis, avec une antériorité remarquable. Alors, notre ami Martin nous a bien rappelé que l'université, maintenant, prenait un rôle déterminant. Mais nous avons là, à Paris, une situation particulière, avec une participation d'un établissement hospitalier important, dont il faut bien rappeler la contribution financière. Et je pense qu'il doit y avoir une porte ouverte à l'association entre les établissements hospitaliers et les universités. J'ai oublié, alors je souhaiterais quand même rappeler que parmi les écoles de chirurgie, il y en a une qui a joué un rôle déterminant dans le développement de la chirurgie vidéoendoscopique, qui est l'école de Montpellier, de Clermont-Ferrand, sous l'égide de notre collègue Brouillard. Et j'ai là ce document qui montre que dès 1973, à Clermont-Ferrand, il y avait une école de chirurgie enseignant la chirurgie vidéoendoscopique pelvienne. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. À cet égard, je crois qu'il serait utile, maintenant que nous ayons une idée bien précise de l'ensemble des écoles qui existent sur le territoire français. À cet égard aussi, je voudrais signaler un travail qui a été conduit sous l'égide de Michel Malafosse et de Daniel Loisance, dont ils ont fait état hier à l'Académie de médecine. Et dans les conclusions de ce travail qui a été conduit fin 2011 et 2012 surtout, il est bien insisté que dans un des points, l'organisation dans chaque grande ville d'une structure dédiée à la formation chirurgicale, école de chirurgie, est vraiment indispensable. Et à cet égard, il n'y a pas bien entendu compétition entre notre académie. Au contraire, un mouvement de solidarité qu'il faut jouer. Parce que c'est essentiel. Enfin, je voudrais dire un mot, parce que je suis intervenu à propos de la communication de Jacques Marescot. Bien entendu, on est chaque fois ébloui lorsqu'on entend, qu'on lit Jacques Marescot par tous les jeux fascinants de l'imagerie, de la réalité virtuelle, du numérique et du robot, qui est à utiliser. D'ailleurs, il nous l'a bien dit, il faut le souligner, par un nouveau couple qui est celui du chirurgien et des informaticiens. Et ça me fait penser un tout petit peu à ce que nous disait il n'y a pas très longtemps Guy Valencien au Fer-à-Moulin, à Scipion, qui pensait qu'on allait maintenant vers un métier non plus de chirurgien, mais d'ingénieur de santé, ce qui mérite quand même une certaine réflexion.
Alors, ces perspectives sont bien entendu fascinantes, comme nous l'a montré notre ami Maresco. Mais cependant, moi, je me suis un petit peu senti, en tant peut-être un peu vieilli, chirurgien du passé, encore que la vidéo m'a beaucoup intéressé, ça me paraît de temps en temps irréel, car d'une certaine façon, si on essaie de s'étendre. Parce que il faudra toujours quand même des médecins, sachant manier bistouri. Des hommes qui garderont pour l'autre l'empathie que le mur de la machine risque de briser. On le sait déjà, on l'a déjà étudié. Enfin, et ça appelle à des ressources financières considérables et qui ne sont pas tellement dans l'air du temps. Alors, pour ce qui est de la chirurgie robotique, la question est formulée aujourd'hui. Jean-Michel Dubernard nous a donné son point de vue. Pour ma part, ayant fait une étude aussi large que possible sur le sujet, à partir d'études contrôlées, on sait pertinemment, à part l'urologie et certaines interventions urologiques et gynécologiques, je tiens à l'affirmer et à le dire, le bénéfice de la robotique par rapport à la chirurgie mini-invasive, vidéo-endoscopique, n'est pas démontré. Voilà. Alors, je voulais faire ces quelques réflexions au terme quand même de ce que nous avons entendu à propos d'école chirurgique, car c'était vraiment, je crois, une séance très importante où le rôle de l'Académie est essentiel. Et voilà, je crois que les écoles de chirurgie, les chirurgiens et ceux qui les forment ont de beaux jours devant eux. Merci, mon cher président. Alors, je dois dire que cette séance des écoles de chirurgie, nous l'avions préparée depuis longtemps. Et elle m'a amené à une réflexion et à un projet qui a l'accord total de tous les participants à cette réunion, même un enthousiasme de certains, puisqu'ils m'ont écrit pour la plupart. Nous allons essayer dans l'année qui vient de voir comment on pourrait, en restant sur le plan universitaire, labelliser les formations dans ces écoles de chirurgie par l'Académie nationale de chirurgie. Et toutes ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines utilisent l'animal, le cadavre encore, la simulation, toutes n'utilisent pas les mêmes moyens. Il faut essayer d'homogénéiser ces formations sans les multiplier à l'extrême. Il y a 35 centres hospitaliers susceptibles de faire ça. Il semblerait que ce soit une erreur qu'il y ait 35 écoles de chirurgie. Mais cependant, on peut arriver à avoir une formation qui soit reconnue, validée, et je dirais labellisée par l'Académie de chirurgie. Il n'est pas question de se substituer aux universités, loin de là. Mais à la fin de la 3e année, lorsque les étudiants reçoivent l'attestation de formation, il y a une première année de ce qu'on appelle le lab skill, où ils apprennent les gestes élémentaires de la chirurgie, s'habiller, mettre des gants, faire des points de suture, etc. Une deuxième année qui est plus de les advanced skills, c'est-à-dire les techniques plus élaborées, mais les laparotomies, les mises en place de trocars, etc. Et la 3e année, c'est l'année de spécialité, où les étudiants apprennent des gestes plus spécifiques à leur formation, c'est-à-dire il y a des formations en urologie, en orthopédie, en vasculaire, etc. Et là, ils reçoivent une attestation. Il semblerait possible que ceci soit labellisé par l'Académie de chirurgie. C'est une opération, comme on peut dire, gagnant-gagnante, parce que à la fois l'Académie sera mieux connue et visualisée, aura une visualisation très nette dans ces écoles de chirurgie, et à la fois les écoles de chirurgie sont assez demandeuses, puisque finalement notre compagnie est la plus ancienne des institutions chirurgicales et elle est polyvalente. Donc voilà le projet, et je pense que si on y arrive dans l'année qui vient, on aura fait un pas en avant au bénéfice de notre académie. Voilà. Alors, avant même de commencer, vous savez qu'on a la possibilité de rajouter une courte communication de caractère un peu exceptionnel. Michel Germain souhaite intervenir à propos des premiers secours, et je lui donne la parole bien volontiers. Monsieur le Président, chers collègues, à ce jour, rien n'existe pour les premiers secours dans notre académie. Non seulement pour l'urgence vitale, trouble du rythme, arrêt cardiaque, mais également pour un simple pansement. Rien n'existait jusqu'à ce jour. D'où notre première démarche a été de former un groupe, une équipe, avec 5 chirurgiens académiciens et nos 2 secrétaires. Il est fondamental d'initier et d'intégrer nos 2 secrétaires dans cette équipe de premiers soins. Et je cite les noms des membres de cette équipe, de ce groupe: Jacques Beaulieu, Pascal Decoville, Jean Dubousset, Fatia Morabit, Michel Germain, Henri Judet et Jean-François Mercier. La deuxième étape était de former cette équipe.
Et nous l'avons formé avec le SAMU. Nous avons à ce jour réalisé 3 séances de formation avec le SAMU, donc le SAMU de Paris, et 2 réanimateurs académiciens. Le premier document vous montre le SAMU avec nous-mêmes, avec Henri Judet, en train d'intervenir pour un éventuel malade. Le deuxième document vous montre encore le SAMU de Paris en train de ranger les médicaments, de quoi injecter également. Le troisième document vous montre le massage cardiaque, les séances de massage cardiaque sur des modèles en plastique, avec ici Jean Dubousset, et le médecin du SAMU qui nous a apporté une énorme contribution dans ce travail. Le quatrième document vous montre sortir un académicien de la salle des séances. Le document suivant vous montre les séances d'intervention de massage cardiaque, d'entraînement de massage cardiaque sur des modèles en matière plastique. Et le dernier document vous montre la mise en place du décubitus latéral de sécurité. Former une équipe, entraîner cette équipe, la former également. Et le troisième élément était d'avoir un défibrillateur. Alors la question qu'on se pose, mais où est-il ce défibrillateur? Eh bien, il est à 20 mètres d'ici. Nous avons un défibrillateur semi-automatique à 20 mètres d'ici, dans la galerie de la faculté, face aux locaux de l'académie. Vous entrez par la cour, voici la porte qui est en permanence ouverte, et derrière le pilier H, donc à quelques pas, se trouve le défibrillateur semi-automatique. Vous faites encore un pas et vous voyez très bien ce défibrillateur. Voilà ce défibrillateur semi-automatique qui est à disposition permanente, les portes sont ouvertes en permanence. Vous ouvrez le boîtier de défibrillateur, vous prenez la mallette qui est à l'intérieur, voilà la photo suivante, et sur ce document, vous avez absolument toutes les instructions à suivre. La première chose, l'examen d'un malade avant de décider quoi que ce soit, et les 2 termes, un malade inconscient qui ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque, il n'y a pas d'autre diagnostic. Et vous suivez sur la mallette le mode d'emploi de ce défibrillateur externe. Le premier, c'est la mise en route. Vous appuyez sur le bouton vert. Dès lors, tout vous est indiqué, non seulement oralement, mais également par une vidéo qui figure sur le défibrillateur. Et donc, le défibrillateur vous indique où sont les patchs à coller sur le thorax du patient, vous indique où elles sont, donc les couper, c'est à usage unique et stérile. Et l'autre geste, c'est de brancher ces électrodes de défibrillateur sur le boîtier, et ensuite, l'ordinateur, le défibrillateur vous indique tous les gestes à pratiquer. En particulier, il va vous indiquer, en cas d'arrêt cardiaque, d'appuyer sur le bouton 3. C'est pourquoi on l'appelle défibrillateur semi-automatique, car vous avez à intervenir pour ce troisième geste, la mise en route du choc électrique. Et d'où ce grand message, appeler, masser et défibriller. Nous avons là les 3 choses importantes. Former un groupe, l'informer, le former avec le SAMU de Paris. Le troisième geste, disposer du défibrillateur. Mais il y avait encore une étape importante, c'est d'organiser ces premiers secours. Et la solution, c'est de former une liste des gardes avec, pour chaque séance, un responsable. Quel est le rôle du responsable? Examiner, fondamental. Et de quoi il s'agit-il? Décider de la conduite à tenir. Dès lors, appelez le 15. C'est le seul numéro que vous avez à retenir, le 15. Il n'y a pas à appeler les pompiers ou d'autres services de sécurité. Le 15, décider du massage et faire intervenir le défibrillateur externe. Et le troisième rôle du responsable, c'est de distribuer les rôles. Toi, tu téléphones au SAMU. Toi, tu cours chercher le défibrillateur qui est à 20 mètres d'ici. Et dès lors, on peut organiser 4 grands groupes d'urgence. L'arrêt cardiaque, appelez le 15, masser, défibriller. Le malaise vagal, l'infarctus et l'AVC, c'est le même geste, mise en position de décubitus latéral. L'OAP est particulier. Le malade qui est en OAP respire mieux en position assise. Les fausses routes, c'est la manœuvre de Heimlich. Enfin, le choc anaphylactique, corticoïde par voie sublinguale.
C'est ce que nous enseignait le SAMU. Et le dernier petit film, nous travaillons également avec la Fédération française de cardiologie. Le dernier film, 40 000 morts par an d'arrêt cardiaque, c'est donc la raison d'être sensibilisé. Voilà le tableau typique, avec le basalt qui s'effondre. Il n'est pas conscient, il ne respire pas. On examine les malades avant de décider du geste. Inconscient, ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Et donc les 3 gestes à faire. Geste 1, appelez le 15. C'est le seul numéro que vous devez appeler. Il n'est pas question d'appeler les pompiers ou d'autres services. Le geste 2, masser. Et c'est très particulier le massage. Remarquez les bras en extension. Et le 3e geste, c'est de défibriller. Voilà les 3 gestes. Et je voulais donc vous informer qu'à partir de maintenant, nous sommes une équipe compétente et pour rendre service, pour aider nos collègues, non seulement pour les urgences vitales, mais également pour des pansements, tout simplement. Vous pouvez allumer, s'il vous plaît. Pour les pansements, simplement, j'ai déposé ce matin une boîte de pansements qui est à cet étage. Merci infiniment, Monsieur le Président, messieurs. Bravo. Merci pour ces informations, dont on espère qu'elles nous serviront le moins possible.